Log4j déjà. Pourquoi est-ce que tout le monde en parle en ce moment? Parce que je tape Log4j et on a tout de suite l'actualité concernant Log4j qui nous vient sur la page d'accueil. En gros, il y a une faille qui s'appelle Log4Shell qui vise à exploiter le service Log4j. C'est un petit framework en fait qui est utilisé pour faire du logging et qui est utilisé par beaucoup de choses codées en Java, notamment Minecraft, Steam, beaucoup de techno. Ça a été développé par Apache et on va voir sur le site TryHackMe, il y a la machine Solar. La machine virtuelle cible inclut un software qui utilise une version vulnérable parce qu'il utilise un package Log4j vulnérable, donc sans doute une 2.14.0 typiquement. Donc je vais faire nmap suivi de l'adresse IP tout court. Je vais rajouter un "-p- pour voir tous les ports de 0 à 65 535, comme c'est indiqué ici, pour avoir la whole picture perspective, comme ils disent, l'image d'ensemble. Le but est d'avoir tous les services. Et je vais rajouter un "-sv pour énumérer les versions et "-sc pour utiliser les scripts par défaut et un "-t4 pour essayer d'aller vite. C'est parti. Et pendant que ça scanne, on va regarder un petit peu le reste. Comme Apache Solr est vulnérable à cette faille et que ici la machine s'appelle Solar, je suis à peu près sûr que le service ce sera Apache Solr. On a un port 111, donc RPC bind, c'est intéressant. On voit que du coup on a affaire à un Linux. Alors avec RPC, on peut énumérer des informations. On appelle ça des RPC info. Nmap nous fuite quelques informations rapidement. Ça suggère qu'il y a de l'IPv6 activé. Et enfin, on a le port qui nous intéresse vraiment plus, qui est une page d'administration Solr. Donc je vais essayer d'aller sur l'adresse IP 2.8983. Et là, on arrive effectivement sur Apache Solr, qui est un service, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. On dirait que ça sert à avoir un état de la machine, on peut accéder à des logs, qui reposent entièrement sur Log4j, tiens, c'est marqué là. Et donc on le voit très vite que Log4j est utilisé, de toute façon c'est connu que Apache Solr l'utilise. On sait que ce serveur est probablement vulnérable, donc quel est le service qui est en écoute ici? Bah, c'était Apache Solr. Maintenant qu'on a fait la découverte, voyons qu'est-ce qu'il y a. Ah, il y a un fichier à télécharger. C'est quoi ça? Solr logs.zip. Ok, on va télécharger ça. Première question. À quelle valeur est mise l'argument -d solr.log.dir? Ok, voyons. Où est-ce que je peux trouver ça? Sur le dashboard, on arrivait à fuiter les informations de certains arguments. Donc déjà, le fait que la page soit non authentifiée, même si c'est pas vulnérable à Solr, moi, si je fais un rapport de vulnérabilité en mission, je vais signaler ça comme une faille parce que ça nous fuite trop d'informations importantes et utiles sur les composants. Ça nous fait des full path disclosure, ça nous donne des informations de version, ça nous donne des localisations de fichiers importants. Et c'est une page qui peut être sécurisée, qui peut être authentifiée. Là, on voit authentication égale disabled. Voilà, donc ça nous donne trop d'infos, quoi. Bon, ici, en l'occurrence, on a l'info qui nous intéressait. Donc, on voit que les logs de Solr se trouvent dans /var /solr/logs. Et on valide et on a la bonne réponse. Voilà, donc on va le dézipper. Unzip de Solr logs ls. On a des logs. On voit la version Solr. Donc ça, c'est des logs. Le but, c'est juste de se familiariser avec ce à quoi ressemblent ces logs. Je vais regarder le deuxième fichier. Ok. Bon. Ok, je trouve ça pas trop intéressant pour l'instant. Si, il y a pas mal d'infos de log, quoi. Il y a pas mal d'infos. Ok. On va regarder Solr log normal. Et ensuite les archives, peut-être. On voit pas mal d'entrées infos. Des appels Solr. On voit /admin/cores. On voit pas mal de requêtes. On voit web app. Pass. Il y a le chemin. Params. Ici, param. /admin/cores. C'est ça l'URL qui nous intéresse. Donc je pense que c'est solr.log, le fichier qu'il fallait pour cette réponse. Et c'était bien ça. C'est bon. Quel champ pourrait être contrôlé par un attaquant au vu de ces logs? Ben, le champ qui pourrait être contrôlé par un attaquant, je pense que c'est params. Ou peut-être web app. Ça a l'air d'être plutôt params. Les paramètres du coup. On pourrait peut-être envoyer des paramètres dans l'URL, on va dire, qui seraient stockés ici. Puisqu'on aurait du mal à contrôler la date. On aurait du mal à contrôler le statut, parce qu'il vaut 0, j'imagine c'est soit 0, soit 1. Le temps aussi. Donc ce serait params, je pense.
params. Et c'était bien ça. Maintenant, le proof of concept. Alors, le package log4j ajoute un peu plus de logique dans son parsing de log, de ses entrées de log, notamment pour enrichir les données. Pas mal d'actions additionnelles peuvent être faites pour évaluer du code, et c'est tout le principe de cette exploit. D'autres syntaxes peuvent être en fait exécutées au moment où c'est stocké dans les fichiers de log. Par exemple, des exemples de ces syntaxes sont ceux-ci. Par exemple, c'est des sortes de variables d'environnement, mais en fait c'est des variables qui sont interprétées et qui vont être exécutées. Par exemple, sysOSName pour afficher l'OS name, le username, une configuration. Vous avez peut-être entendu parler du payload générique. Effectivement, nous on avait vu parler de ça. Donc ça fait JNDI, .ldap. En gros, JNDI c'est une sorte de requête faite de la part de Java. Et cette requête c'est ldap //, donc c'est un wrapper ldap. Pour qu'il vienne invoquer, il aille sur l'IP de la machine attaquante, / son script malveillant. En fait, ça va invoquer JNDI pour Java Naming and Directory Interface, donc l'interface de répertoire et de nommage Java. Ça va être utilisé pour accéder à une ressource externe, notamment hébergée par un attaquant, qui est utilisé comme référence. Le ldap // indique que la cible doit atteindre une cible à distance contrôlée par un attaquant via le protocole LDAP. Donc on va pas rentrer dans le détail sur ce qu'est LDAP. C'est un annuaire en gros qui permet de stocker plein d'objets. C'est notamment utilisé dans les contextes Active Directory. En gros, on met le payload absolument partout dans tous les headers. Ouais, les headers ou en get ou dans n'importe quel champ, ça dépend de ce qui est logué en fait. Et de manière générale, un moyen safe, c'est typiquement, enfin un moyen sûr, c'est marqué ici, hein, c'est typiquement user agent ou xforwarded for. Simplement, le fait de savoir qu'il y a log4j ne permet pas forcément de savoir à quelle version on est. Donc on peut pas forcément savoir si on est sur une version vulnérable ou pas. Vous avez déjà découvert du coup que params, on pourrait fournir une valeur params sur cette page. On peut simplement envoyer des HTTP GET ou des paramètres et ensuite ce sera processé et parsé par log4j. Ça prend juste une ligne de texte, ok, c'est très facile à exploiter. D'autres endroits où on pourrait voir des syntaxes, où on pourrait injecter des syntaxes JNDI, donc du coup des requêtes vers le moteur d'interprétation Java, pour envoyer des requêtes LDAP du coup malveillantes. Log4Shell, ce serait des champs d'input comme des formulaires de login de username ou de password. C'est pas con, effectivement, username et password, ça peut être monitoré et logué. Si jamais on se trompe trop de fois de mot de passe ou quoi, ça peut être logué. Ensuite, le user agent ou le champ X, le header xforwarded for ou d'autres headers custom et d'autres, n'importe quel autre champ en fait où on peut se fournir de la donnée. Mais le plus souvent, ça sera clairement les deux premiers. En gros, on le met partout et on regarde si ça mord quoi. Donc netcat, je vais faire un netcat-lnvp 9999 pour être en écoute sur le port 9999. Donc comme ça, si jamais je renvoie un reverse shell, ça va être interprété sur ce port et enfin redirigé vers ce port et je vais avoir un shell dans ce terminal là. Ok, c'est fait. Maintenant qu'on a un listener, préparer une requête avec cette primitive cette payload JNDI. Ça peut être fait facilement avec la commande curl. Donc je vais copier-coller ça et on va regarder un petit peu ce que ça fait en fait. Donc ça fait un curl vers la page avec solr/admin/cores, point d'interrogation foo égale, suivi de la syntaxe JNDI. Params, ça va contenir tous les paramètres qu'on aurait mis. Donc si on met un paramètre qui n'existe pas, ça devrait le stocker. Ici vous voyez, j'ai mon netcat, il est en écoute. Pour un reverse shell, mais pas forcément un reverse shell, pour n'importe quelle donnée envoyée en TCP vers ce port en fait. Et donc je vais faire ce curl là, pour que ça envoie, si jamais ça marche, ça va renvoyer une requête LDAP vers mon IP, vers mon port qui est en écoute. Ok, la requête curl a marché. Voyons mon netcat. Ah, j'ai reçu de la donnée. J'ai eu une connexion de la part de la machine attaquante. Ça veut dire que la machine attaquante a essayé de résoudre avec le wrapper LDAP mon adresse IP. Évidemment, la requête a planté, ça a donné du charabia. Mais hop, je fais un petit clear et je relance. Mais clairement, ça a marché. Donc ça veut dire que c'est vulnérable. C'est fini en fait. À partir de là, c'est juste une question de temps et de motivation et de compétence, pour peu qu'on soit compétent pour y arriver.
Même là, il n'y a pas besoin d'être très compétent. Normalement, c'est très simple. On sait que c'est vulnérable maintenant. On va essayer de l'exploiter. Alors, voyons comment ça marche. Utiliser un utilitaire open source et public pour, pour devenir serveur LDAP référent. Ok, ça va être utilisé pour rediriger la requête initiale de la victime vers une autre localisation où on va stocker un second payload qui va exécuter du code. Ça va se découper comme ceci. Donc on va faire un $JNDI où on va faire une requête LDAP qui va rediriger vers nous, vers notre machine attaquante sur une ressource. Et cette ressource va héberger en fait un serveur LDAP qui va rediriger vers une autre ressource. Et cette autre ressource sera une exécution de code. Et la victime, du coup, va requêter le serveur LDAP pour atteindre une ressource qui va, du coup, demander d'atteindre un autre endroit où il y aurait un payload. Ok. Ça veut dire qu'il faudra un serveur HTTP. Donc, par exemple, on peut lancer un serveur Python comme ceci. Python-m http.server. Par défaut, ça va être hébergé sur le port 8000. Sinon, on rajoute 8000 ici, mais comme c'est par défaut 8000, pas besoin de l'ajouter. Bon, la première chose à faire du coup, c'est récupérer l'utilitaire LDAP Referral Server qui est pas mal pour faire ce qu'on veut faire. Donc déjà, je vais lancer un serveur ici, un serveur HTTP. Oups. Donc j'ai mis, je vais préciser port 8000. Comme ça, on comprend bien que c'est le port 8000. Maintenant, sur le GitHub, je devrais pouvoir récupérer ce script. Alors, comment ça s'installe? Ok, donc regardez les étapes pour installer Java 8 localement. Je crois que j'ai Java 8 déjà. Voilà. apt install Maven. Hop. Pendant que ça installe, il me faudra télécharger MarshallSec qui se trouve ici. Donc je vais faire un git clone de MarshallSec du coup. Une fois que c'est installé, je pourrais faire la commande pour installer mvn clean package comme ça. Et Maven est installé. Voilà. Une fois que ce MarshallSec est installé, on peut lancer avec cette commande là un serveur LDAP. Et on peut le binder du coup sur notre port 8000. Et donc le but ça va être de rediriger vers le second serveur HTTP. Your Attacker IP Address. Mon port 8000 qui en écoute par rapport à la commande là-haut. Donc il y a un dossier target, parfait. C'est comme ça que ça marche la commande. Normalement je peux essayer de lancer ça, voyons. Listing sur 1389, ok. C'est comme ça que ça marche. Donc il est en écoute sur 1389. Pour dire que si jamais il reçoit une requête LDAP, ce soit redirigé vers l'autre serveur web sur lequel j'ai mon serveur web Python. Ok. J'aime bien parce que pour l'instant ça marche. L'output de la commande c'est listening on ça. On écoute sur toutes les IP, sur toutes nos interfaces sur le port 1389. Maintenant que le serveur LDAP est prêt et en écoute, on va préparer notre payload final et notre second serveur HTTP. Donc la vulnérabilité log4j va exécuter une exécution de code arbitraire qu'on va crafter avec le langage de programmation Java. Si on n'est pas familier avec Java, n'ayez pas peur. Moi je suis pas trop familier, hein. Ça fait depuis 2009 ou 2010 que j'ai pas codé en Java. 2009, ouais. La dernière fois que j'ai codé en Java c'était en 2009. Voilà. Après j'en lis du Java pour faire du reverse par exemple. Du reverse de point jar par exemple, mais par contre en codé quoi, 2009 quoi, c'est vieux, plus de 10 ans, une décennie quoi. Ok, après il est pas non plus sorcier. Ok, c'est un reverse shell en Java tout simplement. Ok, donc on récupère ça et on l'appelle exploit.java. Ici mon IP sur le port 9999, pourquoi pas. JDK 8U 180 Linux x64 targz, ouais c'est ça qu'il me faut. Ouais. Ok, je vais dedans, ls, donc là c'est de l'install, hein, c'est pas du hacking. Ok, default Java, Java 1.11, Java 11 OpenJDK, ici on va y installer la nouvelle version. Donc en gros on va faire un... Et donc le but c'est le décompresser, coup ici. Tac. Une fois que c'est décompressé, on peut utiliser tout ça. Ok, c'est installé, maintenant on va configurer tout ça. Ok, j'ai l'impression que ça a marché, j'ai pas eu d'erreur. Donc en théorie, j'ai installé JDK à la bonne version. Je fais un java-version. Ok, là on est en 1.8.0. C'est bon, on est à la bonne version, exactement la bonne.
Maintenant, je veux compiler le code Java qu'on vient de coder. Donc ça, c'est le code source pour donner un reverse shell codé en Java. Donc maintenant, j'essaie de le compiler. Ok, ça a marché, ça me plaît. Et c'est le exploit.class, ça me va. En gros, on va faire une requête LDAP pour qu'il vienne sur notre port 1389. Notre serveur LDAP va rediriger vers notre serveur HTTP en port 8000. Et notre serveur en HTTP en port 8000 va héberger un code Java qui va exécuter une commande de type reverse shell où il va renvoyer un reverse shell vers le port 9999. Ok? Je vais faire un copy de // exploit ici et je relance mon serveur Java. Maintenant, il est en écoute. Maintenant, je suis en train de proposer l'exploit. Ici, j'ai mon netcat. Pour l'instant, j'ai rien. Et ici, je vais trigger le curl. Je vais trigger l'exploit. Je vais essayer de le déclencher. Et on regarde le netcat. Ah! Yes! Ça a marché. Ok, trop cool. Et on est en tant que le user SolAir. Maintenant, je veux regarder s'il y a Python parce que c'est pratique pour avoir un shell TTY. Donc Python TTY, c'est pour avoir un shell un peu plus stable. Donc voilà, c'est un exemple typique d'une application vulnérable à Log4j. Et ici, il s'agissait du software Apache SolAir en version 8.11.0. Donc ouais, on injecte n'importe où du moment que ça finit dans les logs. Et nous, on avait regardé dans les logs et on avait vu qu'il y avait des get de /admin/cores et on regardait tout ce qui était logué dans le fichier de log. Ici, on voyait qu'il y avait webapp null, on voyait pas comment influer dessus. On voyait status égale 0, ça vaut 0 ou 1 j'imagine. Qtime égale 0, on savait pas comment influer dessus. Le temps, on sait pas comment influer dessus. Par contre, params, on savait comment influer dessus parce que ça loguait les paramètres qui soient envoyés en get ou en post en HTTP. Et donc nous, en get, on a mis un paramètre qui s'appelle blabla, fou, on aurait pu mettre toto, égale, suivi de la variable heure. Et au moment où ça va stocker dans les fichiers de log, ça va récupérer du coup la syntaxe ici et interpréter la requête LDAP. Quelle faille, ouais, elle est triviale. Triviale à exploiter. Voilà, du coup, n'importe où, du moment que ça finit dans les logs. Ça reste un peu contextuel parce qu'à l'aveugle, on savait pas trop ce qui finissait dans les logs, mais voilà. Maintenant, à partir de là, je vous ai montré comment hacker, je sais pas, des milliers de serveurs sur Internet. Et vous avez vu à quel point c'est simple. Et il y a des tutos pour newbies à suivre qui font ça facilement, quoi. Mais c'est illégal, donc ne le faites pas. Maintenant, on va essayer de faire de la privesc. Je vais essayer de faire sans regarder. Donc, ID. Est-ce que je suis dans un groupe bizarre? Non. Sudo-L. Ok, j'ai le droit de faire sudo su, du coup. Sudo su. Et on est root. Ok, il n'y a rien à faire, du coup, sur cette machine. Il n'y a rien à faire. Donc, exit, vous voyez, je faisais un sudo-L. En tant que n'importe qui, sans demander le password, je fais n'importe quelle commande. Donc, sudo su. Bon, ok. Et je suis root. Passe wd sol r. Et je vais dire que le mot de passe, ça sera solr. Donc maintenant, je devrais pouvoir me connecter en SSH. Et le mot de passe, ça sera solr, tout simplement. Ok, j'ai un shell en SSH, ce qui est plus stable qu'un netcat. Détecter le fait que c'est vulnérable, c'est difficile. Détecter le fait que c'est exploitable peut être encore plus difficile. Détecter les gens qui exploitent cette faille est d'autant plus difficile. D'autant plus qu'il y a des bypass illimités, des techniques pour bypasser de manière illimitée. Vous pouvez regarder tous ces scripts-là. Je vous invite à vous connecter sur la room Solar, du coup, si vous voulez regarder tous les détails sur TryHackMe. N'hésitez pas à créer un compte dessus. Ça va vous entraîner. Ça, c'est plus pour les Blue Team. Ouais, il y a les règles Yara aussi pour la détection. Regardez le log Log4j. Et regardez l'attaque JNDI que vous y avez faite. Vous allez voir... vous pourrez peut-être essayer quelques expériences pour faire des bypass mentionnés dans les tâches plus haut. Donc solr.log. Et je vais grep /admin/cores. -color. Voilà. Comme ça, on a toutes les infos. On a toutes les requêtes qui ont été faites. Ici, on voit que params a été mis à index info égale false JSON. Donc ça, c'est des vrais paramètres. Ici encore. Et ici, qu'on voit, il y a des faux paramètres en dessous. Et que les paramètres, bah, c'est ma requête LDAP en fait. Et c'est comme ça qu'on a eu de la code d'exécution à distance. Il y a plein de moyens pour bypasser les WAF du coup. Par exemple, regardez ce payload là. Il récupère les bonnes variables d'environnement pour faire LDAP de points. En gros. Pour faire les caractères LDAP de points. Il y a aussi lower J, lower L, L, D, A, P pour LDAP
Ensuite, on peut utiliser RMI de // plein de techniques quoi. On peut récupérer la clé secrète si jamais on exploite un service AWS. Utilisez cette connaissance pour faire des bonnes choses, faites attention. Avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Maintenant, comment corriger? Ce serait modifier un .sh, solarin.sh. Non, mais clairement, moi je recommanderais pas les petits pages custom quoi. Faut juste mettre à jour. Hein. Ah bon, on va devoir le faire si on veut valider la machine. Ok. Ok, il est là. Donc dans etc/default/solair in sh. Okay. Voyons ce qu'il y a dedans. Bon, il y a plein de trucs. On peut faire un vim pour l'éditer. Donc il faut ajouter cette syntaxe dans le fichier et ça devrait être ok. Il faut être root pour le faire du coup. Sudo su. Et je fais un vim de etc default solair. Et je sais pas, je vais rajouter tout en haut du coup cette ligne. Je vais pas m'embêter. Voilà, sauvegarder. Voilà, c'est pour formater les messages no lookups. En gros, pas de lookup si jamais il y a des requêtes LDAP. Ne pas les regarder. Égal true. Voilà. Donc il faut restart Apache Solair. Voilà. Et je vais me remettre en écoute et je vais retenter de faire un exploit du serveur. Et là, je lance l'exploit. Bam. Voyons mon netcat. Et j'ai pas eu de retour. Donc là, on a corrigé la faille tout simplement en rajoutant une ligne dans le fichier de conf. C'est corrigé. On a appris à exploiter la faille et à la corriger. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, Apache Solair 8.11.1 n'a pas encore été... Ah oui, il n'y a pas encore de patch pour Apache Solair, du coup, qui a été sorti. Je comprends les implications de cela et je vais patcher souvent et toujours. Voilà, credits. Du coup, merci beaucoup à l'auteur. Merci à John Hammond, du coup, pour son super challenge et surtout la rapidité et l'effort qu'il y a mis. C'était très pédagogique. J'aime beaucoup les Learning Pass. C'est vraiment génial pour apprendre le hacking, hein, franchement. Vous allez sur Try Hack Me, vous inscrivez. Vous allez sur le bouquin, là, Learn. Vous cliquez sur le livre, là, pour apprendre. Et moi, je vais souvent dans Practice parce que je connais pas mal de trucs. Mais je connais pas tout, bien sûr. Mais si vous allez dans Learn, vous avez des Learning Pass pour apprendre pas mal. Allez, ciao ciao!